Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, 2 jours après les élections européennes, quelle sera la suite? Nous nous sommes intéressés à l'impact des résultats sur les relations franco-allemandes. Des chercheurs et journalistes nous amèneront leur éclairage. À Mulhouse, des okapis ont fait leur première sortie ce matin au parc zoologique et botanique. Et puis, envie de fraises, ça tombe bien, la saison débute et elle s'annonce plutôt bonne. En Alsace, les cueillettes se multiplient. Mais on commence tout de suite ce journal par la déroute de la SIG hier soir face à Dijon et le scénario est inédit. Strasbourg a attaqué le match avec beaucoup de réussite et d'envie. Résultat 29 points d'avance à la mi-temps, 51-22. La SIG finit même par mener de 31 points, mais l'équipe se décompose totalement après la pause et laisse Dijon rattraper son retard. À la fin des 5 minutes de prolongation, le score est sans appel, 85-89 en faveur de Dijon. Les basketteurs strasbourgeois sont donc éliminés en quart de finale des playoffs du championnat de France. Une bien triste façon de clore cette saison. Et à l'issue de la rencontre, Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG, ne mâchait pas ses mots. C'est totalement incroyable, désolant, mais que dire de plus? Et à l'image de plein de choses. On avait montré dans l'année qu'on était capable de prendre 30 points sur un match. On a montré qu'on pouvait les prendre sur une mi-temps. Ça faisait 6 ans qu'on était toujours meilleur à la fin qu'au début de saison. L'équipe progressait. Cette année, ce qui a caractérisé celle-là, c'est qu'elle n'a pas progressé d'un iota. Et elle est même restée égale à elle-même dans la connerie jusqu'au bout. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Tu peux me citer. Si on faisait le bilan complet, on va dire que c'est un échec total, quoi. Donc c'est un peu à l'image de notre saison. Je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à un grand miracle. Des propos recueillis par Mathieu Chanvillard. Depuis quelques semaines, les fraises sont arrivées sur les étals des marchés et grandes surfaces, mais elles n'étaient pas forcément du coin. Or, cette fois, ça y est, vous pouvez déguster des fraises locales. Et la saison s'annonce plutôt bonne d'après les producteurs. Camille Roland s'est rendue à Stotzheim. Dans les champs de Sylvain, producteur de fruits rouges à Stotzheim, les fraises sont arrivées à maturité. Ici, la variété Cléry est déjà bien rouge et de belle taille. La pré-saison a débuté dès le mois d'avril et c'est maintenant au tour des fraises dans les champs d'être cueillies. Une saison 2019 qui démarre plutôt bien et les conditions climatiques n'y sont pas pour rien. Cette année, on se prépare à avoir une bonne année. Le printemps était relativement idéal, la floraison s'est bien fait. Donc ça fait déjà 1 mois qu'on récolte de la fraise dans les tunnels que vous voyez à côté. Cette récolte dans les tunnels est finie et du coup on attaque les fraises plein champ qui ont reçu des voiles par-dessus durant le printemps pour les hâter un petit peu plus. La fraise Cléry arrive déjà en milieu de récolte, mais d'autres variétés vont pouvoir être cueillies d'ici quelques jours. Et des petites masses actives déjà. En Alsace, la moitié de la production régionale est vendue en libre cueillette. La libre cueillette, c'est vraiment propre à l'Alsace. D'autres régions le font aussi, mais en Alsace, c'est toujours très soutenu. Ça fait déjà depuis 40 ans qu'on fait de la libre cueillette. Et c'est vraiment ancré dans les traditions. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une famille qui emmène des enfants pour leur montrer aussi comment les fraises poussent, comment elles sont cultivées, avoir contact avec le producteur. C'est hyper important et hyper pédagogue. Pendant 1 mois et demi, l'exploitation ouvre ses 8 hectares de culture aux Alsaciens qui pourront venir se servir eux-mêmes. Chaque année en Alsace, environ 2000 tonnes de fraises sont produites sur près de 200 hectares. Mais le marché alsacien a ses spécificités et les consommateurs leurs habitudes. La spécificité de la fraise d'Alsace, c'est vraiment qu'elle est mangée localement. Donc c'est pas une fraise qui est exportée, c'est produit en Alsace, c'est mangé en Alsace. Et c'est pour ça qu'on ne ressent pas trop la concurrence des pays comme l'Espagne, parce que c'est pas du tout le même produit. C'est une fraise qui est produite et récoltée à maturité. Et on peut dire que les producteurs se sont plutôt adaptés au marché, où les consommateurs veulent des petites quantités, mais souvent. Donc on produit déjà depuis le mois d'avril jusqu'aux premières gelées d'automne, voilà, pour que le consommateur puisse manger du produit local, donc de la fraise locale, en permanence. La saison de fraises devrait donc se prolonger avec une arrière-saison jusqu'en septembre. Ne reste plus qu'à souhaiter du soleil aux 50 producteurs alsaciens. C'est un animal que vous n'avez sûrement jamais rencontré. Le parc zoologique et botanique de Mulhouse accueille désormais une espèce méconnue, à mi-chemin entre le zèbre et la girafe. Il s'agit de l'okapi. 2 mâles sont visibles depuis ce matin par les visiteurs. Le parc est le 4e en France à présenter cette espèce hautement menacée dans son habitat naturel en Afrique centrale. On écoute tout de suite le vétérinaire du parc zoologique et botanique de Mulhouse au micro de Marine Zis.
C'est une espèce qui a été découverte uniquement en 1901, donc, et jusqu'alors c'était vraiment considéré comme une farce de scientifiques qui avaient mélangé des peaux de zèbres, d'antilopes ou ce genre de choses. Parce qu'en effet l'animal est tellement gros que ça paraissait absolument inconcevable qu'un aussi gros mammifère n'ait pas été encore décrit jusqu'en 1900. Et c'est pour ça qu'il a été connu si tardivement. C'est une espèce qui est très cryptique, qui aime se cacher, qui est dans des forêts équatoriales très, très denses. Et donc c'est très difficile de l'observer directement. En plus, il habite dans des zones qui sont en conflit armé. Et donc les associations de protection qui œuvrent sur le terrain ont beaucoup de difficultés à envoyer du personnel sur place. Il a fallu attendre 2019 pour avoir des premières images dans la nature d'une femelle et son jeune. Et ça fait partie des caractéristiques comme le fait qu'ils communiquent par ultrasons pour justement éviter d'être repérés par leurs prédateurs qui sont les léopards. De la même façon, le jeune, quand il naît, il va rester couché dans une sorte de nid que lui confectionne sa mère pendant une période qui va durer un peu plus de 15 jours. Et pendant ces 15 premiers jours, 15 jours, 3 semaines, le petit ne va pas déféquer du tout pour éviter d'émettre du coup via ses selles des odeurs qui vont potentiellement être repérables. Et donc c'est une particularité unique dans le règne animal. Des lycéens et collégiens alsaciens se lancent dans la course automobile. Alors ici, pas besoin de permis de conduire, juste quelques compétences mécaniques. 21 équipes de 5 établissements de la région se sont affrontées toute la journée dans un concours donc de mini-voitures électriques. Il s'appelle Course en cours. La finale régionale de ce concours national s'est déroulée cet après-midi à Schiltigheim et notre journaliste Romain Hirt était sur la ligne de départ. Elles sont petites, mais elles vont vite. 21 mini-voitures de course électriques se sont affrontées toute la journée à Schiltigheim. Leur particularité, elles ont toutes été conçues puis construites par des lycéens ou des collégiens alsaciens. De quoi découvrir le travail en équipe, mais aussi les joies de la mécanique. Chaque personne a fait quelque chose d'autre. Moi je me suis occupé plus de la phase finale, les tests, donc j'ai testé les pneus, les voitures pour améliorer les performances en fait. On s'est mis dans une grande allée où il n'y avait personne et on a fait nos voitures, on l'a fait aller plusieurs fois, on l'a fait avancer plusieurs fois. Et à chaque fois on changeait les paramètres pour avoir les meilleures performances sans qu'elle patine au début et pour qu'elle ait le meilleur temps. Pour l'instant on était super contents, on a fait un bon temps, notre voiture allait jusqu'au bout. Cette finale régionale est organisée par des étudiants de l'IUT Louis Pasteur. Et puisque c'est une compétition nationale, il y a des règles bien précises à respecter. Le but, ça va être de faire les meilleurs chronos sur une piste, d'avoir le stand le plus original, et de promouvoir un petit peu tout ce qui est IUT, etc. et les sections technologiques. Il y a une boîte dans laquelle, premièrement, la voiture doit rentrer, c'est le respect des tailles. Après, il y a une fourchette de poids également, donc il y a un minimum à respecter ainsi qu'un maximum. Une fois la phase de vérification effectuée, il est temps de concourir. Dans les équipes, on est prêt à démarrer au quart de tour. Tout le monde s'active pour effectuer les derniers réglages et surtout pour éviter un crash. Un défi inédit pour les élèves du collège Foch de Strasbourg. Le truc qui était surtout compliqué, c'était de faire avec les moyens d'un collège. Parce que un lycée, ils ont des imprimantes 3D, ils savent faire les programmes et tout. Nous, on ne sait rien faire de tout ça. C'est la première année que notre collège participe et on est le premier collège à participer de toute l'académie sur toutes les années. Donc du coup, c'était vraiment un gros test. Après, on a eu l'aide de nos professeurs, donc ça va. Mais pas d'appréhension, on y va vraiment cool. Bon, on stresse un peu quand les voitures courent et tout ça, surtout comme les nôtres, elles se sont crashées 4 ou 5 fois. Mais maintenant, je crois qu'on est 2e et 4e au classement. Tout est pris en compte pour gagner cette finale. Les performances du véhicule, bien sûr, mais aussi le temps de montage ou encore la qualité du stand. Les vainqueurs auront droit à un voyage à Paris, où la finale nationale de course en cours aura lieu le 5 juin. Place maintenant notre page consacrée à l'analyse des élections européennes. 2 jours après, quelle est la suite alors que les tractations pour désigner les nouveaux dirigeants des institutions européennes commencent en ce moment même avec les chefs d'État? Nous avons choisi de nous intéresser à nos voisins allemands. Y a-t-il des parallèles entre les votes de nos deux pays, France et Allemagne? Que disent les résultats de l'évolution respective de nos pays? Élément de réponse avec Fanny Kunz.
48 heures après l'annonce des résultats des élections européennes, place à la recomposition des groupes politiques et à la recherche de nouvelles coalitions. Pour Frédéric Béraud, professeur de droit européen, la composition du Parlement européen est en pleine mutation, même si depuis sa création, les groupes politiques se sont toujours prêtés au jeu du compromis. Ça va changer un certain nombre de choses. Je pense que par exemple, les Verts ont une carte importante à jouer pour faire de l'écologie un thème transversal. Et les premières déclarations depuis dimanche soir vont dans ce sens-là. Et puis le Parlement qui était habitué à jouer avec deux grands partis, le PSE et le PPE, va être obligé de compter en particulier avec les libéraux qui risquent de peser aussi sur les différentes politiques. Je pense pour une Europe à la fois plus centrée sur l'écologie, mais probablement aussi avec plus d'éléments d'Europe sociale. Les nouveaux eurodéputés français rejoindront leurs homologues dans l'hémicycle à partir du mois de juillet. Ils y retrouveront notamment leurs voisins allemands. Si en France, les électeurs ont voté pour le Rassemblement national, La République en marche et Europe Écologie Les Verts, le trio de tête allemand diffère légèrement. Les chrétiens démocrates de la CDU sont arrivés en tête, suivis par les Verts et la SPD. Il y a à la fois des convergences et d'assez fortes divergences. Les convergences, on peut les retrouver effectivement dans cette montée des Verts, ou en tout cas dans ces bons résultats des Verts. Les divergences, indubitablement, c'est qu'en France, le Rassemblement national arrive premier. L'Allemagne, le Parti conservateur, continue effectivement d'être le premier, même s'il est en net recul. Je dirais que la recomposition du paysage politique française autour du libre-échange ou de ce qu'on appelle parfois les mondialistes et de l'autre côté les nationalistes est certainement moins évident en Allemagne. Mais il y a eu une mobilisation qui a certainement profité à des mouvements plutôt centristes ouverts. Les tractations pour nommer un nouveau président de la Commission européenne s'annoncent donc difficiles. Les 28 dirigeants de l'Union européenne se réunissent actuellement pour faire un choix qui devra ensuite être approuvé à la majorité par les eurodéputés. Et les résultats n'étant pas tout à fait les mêmes dans les deux pays, quel sera l'impact de ces élections sur l'avenir du couple franco-allemand? La question se pose alors que les dissensions entre Paris et Berlin s'accentuent, que cela soit sur le Brexit, le climat ou l'énergie. Et c'était justement l'objet de la rencontre du Club économique franco-allemand, aujourd'hui à la Maison de l'Alsace à Paris. Créé en 2005, ce club réunit des responsables d'entreprises français et allemands qui ont tout intérêt à mieux se connaître pour pouvoir travailler ensemble. Ils ont donc invité une journaliste allemande correspondante à Paris pour leur donner quelques éclairages. Plus d'explications, Nora Bouriois. Ils n'ont pas perdu de temps. 2 jours après les élections européennes, le club économique franco-allemand a organisé une rencontre à la Maison de l'Alsace avec la correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Au cœur des débats, l'avenir du couple franco-allemand. Les chefs d'État des 28 pays de l'Union se sont retrouvés ce mardi à Bruxelles pour discuter de la présidence de la Commission européenne, le début des grandes tractations. En tous les cas, on va trouver une solution qui convient aussi bien à la France et l'Allemagne. L'essentiel, c'est quand même de voir que la participation aux élections européennes était plus forte et notamment les jeunes se sont beaucoup mobilisés. Et je crois que du coup, ça donne vraiment envie aux dirigeants de trouver assez rapidement des personnalités pour mener les institutions européennes qui ont un véritable projet. La tradition voulait que les deux grands groupes dominants dans l'hémicycle, les sociodémocrates et le Parti populaire européen, se partagent les postes. Mais chacun ayant perdu son influence, les autres groupes entendent bien avoir leur mot à dire. Les Verts ont fait une poussée remarquable, aussi bien en France, arrivant en 3e position, qu'en Allemagne en 2e. C'est une vraie vague verte et je pense que ça va non seulement avoir un impact pour le travail du Parlement européen, ça va aussi amener les gouvernements européens de reconsidérer la place qu'ils accordent à la politique climatique, environnementale et énergétique. Au total, 5 institutions européennes changeront de tête les prochains mois. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. On termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. C'est reparti pour les championnats de France de barbe.
Et 2 Alsaciens seront cette année parmi les 86 finalistes qui s'affronteront dans 6 catégories, comme les barbes Garibaldi ou Verdi. Jordan Mathieu de Bischheim et Vincent Eisenman de Colmar seront plus classiquement dans la catégorie des barbes de moins de 20 cm. La finale se déroulera le 22 juin prochain à Paris.